Comme chaque jeudi, nous allons ce soir dresser un tableau complet de la situation sanitaire dans notre pays. Dans quelques minutes, le professeur Salomon et moi-même vous dirons où nous en sommes de l'épidémie qui sévit sur la planète. Puis Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, fera un focus sur la situation dans nos EHPAD. Mais avant cela, je voudrais vous parler d'une face cachée de ce que nous vivons depuis plusieurs mois, dont on parle peu, mais qui concerne pourtant très directement beaucoup de Français. Qu'on le nomme mal-être, ras-le-bol, stress, anxiété, déprime, l'impact psychologique de l'épidémie et plus encore du confinement est réel. Tout le monde n'en souffre pas, mais chacun peut être concerné. Des plus petits qui ont appris à vivre avec cette épidémie, qui en ont compris les mécanismes qui protègent, jusqu'aux masques qu'ils doivent désormais porter dans les salles de classe. Aux plus âgés, qui, pour un certain nombre d'entre eux, vivent la solitude comme un quotidien. Les causes en sont multiples, tant nos vies sont bouleversées en profondeur. C'est d'abord la confrontation directe avec la mort pour un certain nombre de familles. C'est ensuite l'angoisse pour ceux qui sont tombés malades, de faire une forme grave, et pour ceux qui ont guéri, de possibles séquelles. C'est la crainte de contaminer ses proches et parfois la culpabilité de les avoir contaminés. C'est encore la grande part d'inconnus de cette maladie, malgré les réels progrès en matière de connaissances. C'est le revers de la distanciation physique qui peut favoriser l'isolement, le repli sur soi, la perte du lien avec les autres. C'est l'incertitude générée par les conséquences économiques et financières de la maladie, tant individuelle que collective, comme la peur de perdre son emploi. Ce sont les effets du confinement avec une promiscuité qui peut induire des tensions conjugales, des tensions familiales, voire des violences intrafamiliales. Je voudrais, à ce titre, parce que c'est fondamental, rappeler le dispositif 119 porté par Adrien Taquet, secrétaire d'État à la famille, qui permet de signaler toute situation dans laquelle un enfant se trouverait confronté à des violences. Certaines catégories de Français sont encore plus exposées à ces troubles psychologiques. Je pense en particulier aux étudiants. Être étudiant, ce n'est déjà pas facile en temps normal. L'avenir est incertain, parfois on doute, le confort matériel est limité et bien souvent il faut travailler pour financer ses études. Pendant l'épidémie, bien au-delà des enseignements qui ont lieu à distance, organisés par Frédérique Vidal, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, bien au-delà de l'organisation complètement chamboulée d'un grand nombre de cursus, c'est toute la vie étudiante qui est mise en suspens. Pendant le premier confinement, près d'un étudiant sur 3 a présenté des signes de détresse psychologique. Les étudiants étrangers et en difficulté financière sont apparus particulièrement fragiles. Je pense également à tous ceux qui travaillent, à ceux qui ont poursuivi leur activité dans des conditions parfois difficiles, et à tous ceux qui doivent télétravailler. Évidemment, à tous ceux qui souhaiteraient travailler, mais en sont empêchés, notamment les restaurateurs, les acteurs du monde de la nuit, les commerçants, les gérants des salles de sport qui, bien que fortement accompagnés par l'État, Bruno Le Maire en a présenté les dispositifs la semaine dernière, ne peuvent vivre actuellement du fruit de leur travail, qui constitue d'ailleurs bien souvent leur patrimoine. Je pense évidemment aux personnes déjà suivies pour des troubles psychologiques ou des troubles psychiatriques. Si les établissements de santé mentale semblent avoir été relativement peu touchés par le virus pendant la première vague, cette crise a souligné toute l'importance de ces structures de soins dans nos politiques de santé et surtout l'extraordinaire capacité des professionnels de la santé mentale à se réorganiser en un temps record. Je pense enfin aux personnes âgées qui ont dû renoncer à bien des plaisirs qui jalonnent le quotidien, voir des amis, accueillir enfants, petits-enfants, participer à des activités associatives, à des manifestations culturelles, sportives, citoyennes. Dès le début de cette crise sanitaire, nous avons fait le maximum pour les protéger au mieux contre ce virus, mais aussi contre un mal qui les frappe trop souvent et qu'il nous faut combattre à tout prix. Je pense évidemment à la solitude et à l'isolement. Brigitte Bourguignon y reviendra, mais je tiens à saluer l'engagement de tous les professionnels du soin et du prendre soin, à domicile comme en institution, et qui ont montré plus que jamais qu'ils étaient indispensables pour faire société. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, le confinement de la première vague a constitué un choc, ravivé par le nouveau confinement. Chacun se sentira concerné si je dis qu'il y a eu de la peur, parfois de la sidération,
tantôt de l'espoir, tantôt du désespoir, de l'incompréhension, de l'agacement et parfois même de la colère. Et parfois, ces sentiments peuvent devenir trop lourds à porter seuls, jusqu'à, dans les cas extrêmes, finir par envahir notre quotidien. Dans ces situations, il faut pouvoir trouver de l'aide et se tourner vers les professionnels de la santé mentale. La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs observés pour tous les profils sociodémographiques. Elle s'avère encore plus marquée pour les personnes déclarant une situation financière difficile, mais aussi pour les 18-24 ans, et enfin pour les personnes qui déclarent déjà des antécédents sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, on observe depuis fin août une augmentation continue et globalement significative des états anxieux, ainsi qu'une diminution de l'indicateur qu'on appelle satisfaction de vie. Au-delà de ces statistiques, il y a l'expérience vécue, et derrière le monde des chiffres, il y a le monde de la vie. Et chacun d'entre nous endure cette épreuve avec ses difficultés, ses doutes, ses craintes et ses angoisses. Je voudrais vous dire qu'à aucun moment le gouvernement n'a négligé cette dimension de la crise sanitaire et que nous restons particulièrement vigilants dans la période actuelle et actifs. La dimension psychologique de cette crise est en effet tout aussi importante que son pendant somatique. Dès le 16 mars, une cellule de crise dédiée Covid santé mentale s'est mise en place et dans un souci évident de continuité des soins, j'ai demandé qu'une attention particulière soit apportée au maintien de l'offre en santé mentale, incluant les patients souffrant d'addiction. Le Ségur de la santé n'a pas esquivé l'enjeu de la santé mentale et se propose de développer et d'investir massivement dans les soins psychologiques dans l'ensemble du pays. Plus concrètement encore, voici ce que nous avons fait. 41 cellules d'urgence médico-psychologiques ont été dotées de moyens supplémentaires avec des binômes psychologues-infirmiers. Et rien que pour la première vague, ces cellules ont assuré 8000 prises en charge de personnes qui étaient en demande. 160 psychologues supplémentaires sont actuellement en cours de recrutement dans les centres médico-psychologiques. Avec Elisabeth Borne, conscient du fait que le télétravail peut être pesant, nous avons réactivé le numéro vert, le numéro que je vous redonne, qui est important, le 0800 130 000, 0800 130 000. C'est un dispositif qui a enregistré depuis le mois d'avril plus de 2 millions d'appels et qui actuellement enregistre près de 20 000 appels par jour. Je remercie les associations nationales qui permettent de faire fonctionner ce numéro grand public, notamment la Croix-Rouge, SIDA Infoservice, SOS Amitié et SOS Crise. Il existe également de nombreuses autres plateformes d'écoute et d'intervention portées par les collectivités ou par des associations sur tout le territoire. Mesdames, Messieurs, si j'ai tenu à parler de santé mentale, c'est parce que les contraintes qui vous sont imposées pour lutter contre ce virus ne sont pas anodines, elles ne sont pas sans conséquences. Nous devons rester très attentifs, très vigilants, et vous devez, chaque fois que cela est nécessaire, pouvoir mettre des mots sur vos mots, pouvoir parler, pouvoir être écouté. Chacun saura, j'en suis sûr, concilier réconfort et responsabilité, parce que s'il y a bien une chose qui n'est pas obligatoire dans la période, c'est bien d'être malheureux. Nous vaincrons cette vague, nous vaincrons cette pandémie, nous terrasserons ensemble ce virus. Cela prendra du temps encore, cela mobilisera toutes nos capacités à tenir dans la durée, avec vigilance, en solidarité les uns avec les autres et entre les générations. La recherche, l'identification de traitements et bientôt de vaccins nous aideront dans ce combat. Sans plus attendre, je laisse la parole à Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui va faire un point sur la situation épidémiologique. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à toutes et à tous. La tension hospitalière reste forte sur le territoire et en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. La France, comme de nombreux pays d'Europe, affronte toujours une pression épidémique élevée. Vous pouvez le voir sur cette carte, l'Europe tout entière est touchée par la deuxième vague, malgré des mesures de prévention multiples mises en place depuis des mois par la plupart des pays. Nous pouvons d'ailleurs observer que de nombreux pays qui ont traversé la première vague sans difficulté sont aujourd'hui très touchés par cette deuxième vague. En dépit de démarches différentes selon les pays, aucun n'est épargné par cette vague massive. Face à cette évolution, au cours d'une saison favorable à la diffusion des virus, nous agissons avec humilité
et prudence. De nombreux pays d'Europe affichent des taux d'incidence très élevés, supérieurs ou similaires à celui de la France. C'est le cas de nos voisins, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, mais aussi la Suisse et un peu plus loin, la Suède et l'Autriche. La plupart des pays européens ont instauré des mesures fortes de freinage épidémique, couvre-feu, interdiction des rassemblements, fermeture des activités à risque, confinement. En France, depuis le début de l'épidémie, 2 86 288 personnes ont eu un test positif pour la Covid-19. Le nombre de cas en France reste particulièrement élevé. Toutefois, comme vous pouvez le constater, le R effectif est depuis quelques jours en dessous de 1, ce qui témoigne d'un ralentissement de la circulation du virus. Les trois courbes montrent l'évolution de cette cinétique, de cette pente, analysée sur les tests, les passages aux urgences et les admissions hospitalières, avec un R évoluant désormais entre 0,65 et 0,89. Comme vous le voyez, le taux d'incidence, qui est calculé sur 7 jours cumulés et pour 100 000 habitants, baisse, mais reste très au-dessus du cap fixé par le président de la République. Les deux régions les plus touchées, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, ont des taux d'incidence très supérieurs à la moyenne nationale. Plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont même des incidences 2 fois supérieures à la moyenne nationale. Le taux d'incidence chez les personnes âgées est au-dessus de cette moyenne nationale, ce qui nous préoccupe, car, comme vous le savez, les personnes âgées sont susceptibles de développer des formes plus sévères de la maladie Covid. Enfin, la pression sur nos équipes soignantes et les établissements de santé reste très élevée. Ce jour, 32 345 malades sont hospitalisés, dont 4 653 en situation grave, en réanimation. Au cours des 7 derniers jours, ce sont 15 807 nouveaux malades qui ont été hospitalisés et 2 483 nouvelles personnes qui ont été admises dans un service de réanimation. Enfin, au cours des dernières 24 heures, ce sont quand même plus de 2200 malades qui ont été hospitalisés et 311 en réanimation. C'est encore beaucoup. Pour préciser, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a actuellement 829 malades graves en réanimation et 235 en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est très important pour une région qui est beaucoup plus petite que l'Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, nous avons dû réaliser 152 évacuations sanitaires pour soutenir en particulier ces deux régions. Bonne nouvelle, depuis le 1er mars, ce sont 147 569 personnes qui sont retournées à domicile après un séjour hospitalier. Le nombre total de décès depuis le début de la pandémie en France est de 47 127, dont 32 597 parmi les personnes hospitalisées et 14 530 parmi des résidents en EHPAD ou autres établissements médico-sociaux. Nous restons donc très vigilants à protéger au mieux les personnes les plus fragiles et nos aînés. Merci beaucoup au professeur Salomon pour ce point. Comme vous l'avez dit, professeur, les indicateurs épidémiologiques s'améliorent, c'est-à-dire que la dynamique épidémique s'est réduite et que nous enregistrons chaque jour moins de nouveaux diagnostics que le jour équivalent de la semaine précédente. Mais la pression sanitaire reste extrêmement élevée dans notre pays et nos hôpitaux sont encore en situation de très forte charge en termes de malades. Vous avez ici la courbe qui apparaît, qui montre le nombre de patients hospitalisés au cours de la première vague, mais également au cours de la vague actuelle, de la deuxième vague. Vous pouvez constater qu'il y a d'ores et déjà plus de patients hospitalisés en France au cours de la deuxième vague qu'au cours de la première, et que nous sommes à l'heure actuelle encore à un niveau plus important que le pic sanitaire enregistré à l'hôpital au printemps dernier, ce qui atteste du fait qu'il ne faut certainement pas relâcher nos efforts maintenant. S'agissant des réanimations maintenant, le nombre de patients admis en réanimation reste important au quotidien. Pour vous donner un ordre d'idée, au cours des 24 dernières heures, c'est comme si un patient avait été admis dans un service de réanimation toutes les 4 minutes. Et vous voyez sur cette courbe, à nouveau la première vague qui est figurée, et ensuite la deuxième vague de patients admis en réanimation. Il y a actuellement 4 700 patients environ en réa dans nos hôpitaux, c'est beaucoup. Il faut ajouter
à ces 4700 patients, plus de 3000 à 3500 malades qui sont également en réanimation, mais pour d'autres motifs que le Covid. Un accident de la route grave, une opération chirurgicale, un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde. Ce qui veut dire qu'on est encore, à l'heure à laquelle je vous parle, au-dessus de 8000 malades qui sont pris au total, qui sont pris en charge dans les services de réa et de soins intensifs transformés en réanimation dans nos hôpitaux. C'est vous dire que la charge sanitaire est élevée. Elle va se réduire jour après jour, progressivement, mais elle est encore très élevée et nous pensons à nos soignants et aux malades ce soir. Et je renouvelle mon message, il ne faut certainement pas relâcher notre vigilance et nos efforts dans la situation actuelle. Un petit focus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le professeur Salomon vous a dit que la diffusion du virus y était encore plus élevée que dans le reste du territoire. Et vous voyez que la charge hospitalière et la charge en réanimation est très importante encore dans cette région, justifiant d'ailleurs des évacuations sanitaires qui sont opérées vers d'autres régions du territoire national. Plus d'une centaine déjà ont été faites. De la même manière, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez constater que la charge hospitalière est également extrêmement élevée. Tout ça pour vous dire que, si je devais résumer, le virus circule moins vite qu'avant la mise en place du confinement et qu'avant la mise en place du couvre-feu. Et c'est une bonne nouvelle, c'était l'effet attendu. Mais aujourd'hui, la charge sanitaire reste élevée dans nos hôpitaux. Elle va commencer à se réduire progressivement. Elle a commencé à se réduire progressivement, mais ça va prendre du temps. Et donc, nous devons être extrêmement vigilants et attentifs les uns vis-à-vis des autres. Je vais passer la parole à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie, qui va faire donc un focus sur la situation des personnes âgées vulnérables. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais vous faire le point sur la situation dans les EHPAD. Je sais que vous êtes nombreux à vous en inquiéter, que vous soyez vous-même résident d'EHPAD, que vous ayez un membre de votre famille hébergé dans un établissement ou que vous y travaillez. Ce que nous voulons éviter impérativement, c'est de retrouver les chiffres de la première vague. Un EHPAD sur 2 avait alors été touché au niveau national et la quasi-totalité des établissements franciliens. La situation est la suivante. À l'heure où nous nous parlons, il y a près de 1600 EHPAD touchés par plusieurs cas de Covid. Plus d'un EHPAD sur 5 donc. Les régions les plus concernées sont la Nouvelle-Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie et les Hauts-de-France, même si tout le territoire national est impacté. Le nombre de décès augmente depuis mi-octobre. Pour la semaine écoulée, le nombre de décès moyens par jour en établissement s'est établi à 163. La situation reste donc préoccupante. Toutefois, nous ne sommes pas dans la même situation que lors de la première vague. D'abord, tous les représentants de la famille du grand âge me le disent, les professionnels sont mieux armés. Nous connaissons mieux le virus et son mode de propagation. Cela signifie que les équipes ont acquis les bons réflexes en matière d'hygiène, de dépistage rapide, d'organisation interne pour limiter les contaminations. Ensuite, et je m'adresse directement aux résidents, nous savons qu'avec le risque sanitaire, l'isolement est un deuxième risque majeur. Et c'est celui que d'ailleurs vous redoutez parfois le plus, que vous viviez en établissement ou à domicile. Le Président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020. Pour protéger sans isoler, selon les mots du Président de la République, nous avons tout de suite fait le choix de ne pas suspendre les visites des proches et les interventions de professionnels nécessaires à l'entretien de l'autonomie. C'est un choix que nous tiendrons, même si nous mesurons à quel point l'équilibre entre protection et lien social est délicat à assurer au quotidien sur le terrain. Enfin, nous avons fait monter en puissance des dispositifs de soutien qui avaient été activés dès la première vague. Je citerai quelques exemples. Je pense au soutien sanitaire, avec la mise en place d'astreintes téléphoniques, de médecins spécialisés, pour que les équipes d'EHPAD ne soient pas laissées seules, à l'intervention facilitée des professionnels libéraux également, de l'hospitalisation à domicile ou encore d'équipes mobiles d'hygiène et de gériatrie. Je pense aussi au soutien en matière de ressources humaines, qui est le sujet de préoccupation majeure des établissements, car les équipes sont fatiguées, bien souvent. Il n'y a pas de solution magique, mais nous activons tous les leviers pour répondre aux besoins, notamment la mobilisation des étudiants en santé volontaires, celle de Pôle emploi, qui a lancé à notre demande
une grande campagne de recrutement pour les EHPAD qui en ont besoin partout en France. Celle des professionnels volontaires qui se sont inscrits sur la plateforme créée par le ministère des Solidarités et de la Santé. Le nombre de volontaires a triplé en quelques semaines. Je vous adresse un remerciement d'ailleurs chaleureux pour cet engagement. Je ne peux qu'inciter tous les professionnels à amplifier ce mouvement afin de multiplier les chances de répondre aux besoins cruciaux partout sur le territoire. Nous poursuivons ce travail pour mobiliser d'autres volontés, d'autres énergies. Avec Régine Klinkert, nous travaillons sur la mobilisation des associations intermédiaires du domaine de l'insertion par l'activité économique. Avec Sarah et Larry, nous voulons engager les jeunes à s'engager en service civique aux côtés des EHPAD de leurs résidents. Je voudrais conclure en signalant à quel point les semaines qui suivent seront cruciales. Je le répète, tout se joue maintenant pour que la deuxième vague dans les EHPAD ne ressemble pas à la première. Il faut mettre toutes les chances de notre côté, respecter notre engagement de protéger sans isoler les résidents d'EHPAD. Cela signifie que chacune et chacun doit respecter de façon extrêmement scrupuleuse les gestes barrières, lavage des mains, port du masque en toutes circonstances. La distanciation physique doit être respectée très scrupuleusement. Même si je mesure à quel point ne pas prendre ses proches dans ses bras est un crève-cœur. Cela signifie aussi que nous devons tirer parti du déploiement des tests antigéniques pour éviter à tout prix que le virus ne franchisse le seuil de l'établissement. Avec Olivier Véran, nous allons transmettre ce soir une nouvelle recommandation qui sera applicable pour les semaines à venir jusqu'à ce que la situation s'améliore. S'agissant des professionnels, nous recommandons désormais d'organiser des dépistages des personnels des EHPAD de façon hebdomadaire à partir de la semaine prochaine. Pour amorcer cette dynamique, l'État livre 1,6 million de tests antigéniques aux EHPAD qui s'approvisionneront ensuite eux-mêmes. Ces dépistages sont essentiels pour réagir le plus vite possible afin de repérer un éventuel cluster. S'agissant des visiteurs, un auto-questionnaire strictement personnel et confidentiel devra être rempli par les proches avant leur entrée dans l'établissement, afin de leur permettre d'évaluer eux-mêmes leur risque de faire rentrer le virus. Sans que cela ne soit une obligation, nous recommandons aux visiteurs d'effectuer un test RT-PCR 72 heures avant leur entrée dans l'établissement, ou, s'ils n'ont pas pu le faire, un test antigénique dans la journée en pharmacie. Les proches rendront visite très souvent aux résidents, pourront participer aux campagnes de dépistage hebdomadaire des professionnels. Je rappelle que même avec un résultat négatif, il est indispensable de rester très vigilant dans l'application des gestes barrières. J'ai conscience de l'effort qui est demandé à chacune et chacun, en particulier aux professionnels. Ces recommandations seront aménagées dès que possible en fonction de la situation sanitaire. Pour conclure, nous souhaitons, Olivier Véran et moi-même, vous adresser à toutes et tous, familles et aidants, soignants, personnels et directeurs, un salut admiratif pour la rigueur, l'engagement et l'inventivité dont vous faites preuve au quotidien. Et à vous, personnes âgées, quel que soit votre lieu de vie, nous voulons dire que nous mesurons la difficulté du moment, l'inquiétude, la tristesse qui peuvent s'installer, mais aussi les efforts et la prudence dont vous faites preuve. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes et nous serons à vos côtés tout au long de cette crise. Merci beaucoup, chère Brigitte Bourguignon, ce point nécessaire, je le crois. Bien, je crois qu'il y a peut-être des questions, d'abord des questions des internautes. Deux questions internautes. Donc une question de Charlotte. Les tests antigéniques sont-ils comptabilisés dans les données nationales ? Alors, les tests antigéniques sont bien comptabilisés dans les données nationales. Hier, on comptait un peu plus de 2800 diagnostics positifs faits dans l'ensemble du pays par test antigénique, qui s'ajoutaient à 25 500 cas diagnostiqués par test PCR. Nous avons intégré depuis le début de la semaine la comptabilisation de ces tests antigéniques dans l'application SIDEP, qui permet de faire remonter ces données en toute transparence et qui sont accessibles. Nous tiendrons bientôt compte de ces tests antigéniques dans le calcul de tous les indicateurs plus fins, tels que le test de positivité ou le taux de dépistage, par exemple.
Une question de Sarah. Il n'y a pas que dans les personnes âgées en EHPAD dont on doit s'occuper. Que faites-vous pour celles qui sont seules et angoissées chez elles ? Mais justement, Sarah, j'ai parlé de ce sujet-là, de l'angoisse, de la solitude. Aujourd'hui, hier, nous étions avec Adrien Taquet, d'ailleurs, en déplacement pour aller voir une association d'écoute qui permet de répondre aux jeunes, cette fois-ci, qui se posent des questions et qui peuvent être en situation difficile, parfois d'ailleurs liées au confinement, parfois de façon indépendante du confinement, ces fils santé jeunes qui fonctionnent très bien. Il y a beaucoup d'associations qui sont mobilisées. Enfin, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le réseau de soutien psychologique qui s'est mis en place sur l'ensemble du territoire national, est évidemment accessible à tout un chacun, quel que soit son âge, ses conditions sociales ou ses questions. On passe aux questions des journalistes. Bonjour, Loïc Besson pour BFM TV. Première question, le gouvernement envisage-t-il de rendre obligatoire l'isolement des malades du Covid ? Une autre question, un Français sur 4, selon un sondage ELAB pour BFM TV, ne compte pas aller se faire vacciner. Comment comptez-vous convaincre ces récalcitrants ? Et est-ce que ça pourrait être la tâche d'un monsieur vaccin ? Est-ce qu'il y aura une nomination de ce genre ? Et puis enfin, j'en profite, vous parliez de la santé mentale, tout aussi importante, pour vous reprendre vos mots, que son pendant sanitaire. Si les chiffres vont dans le bon sens, pourquoi ne pas décider de rouvrir les petits commerces pour le 27 novembre ? Merci. Bien, vous m'avez posé plusieurs questions en une. Je vais vous répondre. D'abord, je voudrais saluer, parce qu'aujourd'hui, c'est le Duo Day, qui est un jour très particulier dans l'année, où nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au ministère des Solidarités et de la Santé 3 jeunes qui vivent avec un handicap. Je pense à Alexandra, à Manon et à Thibaut, qui sont présents dans la salle et que je salue chaleureusement. Vous répondre. D'abord, peut-être sur la question qui portait sur les vaccins que vous m'avez posé, sur la confiance des Français. Écoutez, je crois que le chemin de la confiance, il se trouve avec la transparence, le partage des informations, à mesure dont nous en disposons, l'explication, le travail de conviction qui doit être fait, et puis cette phrase que j'ai déjà dit et que je répète aujourd'hui, le jour où nous proposerons un vaccin aux Français, c'est que ce vaccin sera à la fois sûr et efficace. Sur la question de la réduction de l'incidence épidémique et pourquoi est-ce que nous n'ouvrons pas d'ores et déjà un certain nombre d'activités dans notre pays, ce n'est pas parce que le niveau de la marée est en train de baisser qu'on peut déjà sortir en toute quiétude dans la rue, si je devais faire une métaphore. C'est-à-dire que nous sommes encore avec une pression épidémique qui est importante. Imaginez qu'avec aujourd'hui quelques 22 000, je crois, Jérôme Salomon, 22 000 ou 23 000 cas diagnostiqués aujourd'hui, nous sommes finalement au moment de pression épidémique qui, quand on regarde avant le confinement, correspondait déjà à la mise en place du couvre-feu dans un certain nombre de métropoles et précédait de quelques jours l'annonce par le président de la République du confinement. Donc ce n'est pas parce que ça baisse que c'est bas. D'accord ? Donc ça baisse, c'est parce que ça baisse que ça fonctionne et qu'il faut continuer. Et plus on applique le confinement et plus on est solidaire et courageux dans la période, moins longtemps ça durera et plus tôt on pourra reprendre une vie la plus normale possible. Et je crois qu'il y avait une troisième question que vous m'aviez posée qui était en fait la première sur l'isolement obligatoire. Ça fait l'objet de discussions, d'un débat dont je crois profondément qu'il doit être un débat démocratique. J'ai vu que des groupes parlementaires s'étaient emparés de ce sujet. Je n'ai pas de réponse binaire à vous faire, si ce n'est que je constate que certains pays qui ont mis en place l'isolement obligatoire font face à une deuxième vague épidémique de la même manière que d'autres pays qui n'ont pas mis en place l'isolement obligatoire. Pour autant, est-ce que ça peut être un outil dans la mesure où nous voulons encore développer le triptyque tracer, alerter, protéger ? Ça fait partie d'un enjeu démocratique et je pense que les initiatives parlementaires sont à suivre avec intérêt. Bonjour, Hélène Bonnet pour TF1 LCI. Je vais rebondir sur cette question de l'isolement. Est-ce que les Français pourraient imaginer un scénario à la chinoise où vous ne voulez pas aller jusque-là pour les inciter à respecter ce principe de l'isolement ? Et puis mon autre question porte sur la saisonnalité du virus dans le scénario progressif de déconfinement sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous prenez en compte ce paramètre ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça pourrait redémarrer le virus en quelque sorte ? Sur l'isolement, j'ai un peu répondu. Encore une fois, il y a des pays qui ont des façons très différentes de gérer une épidémie. Maintenant, Jérôme Salomon a dit quelque chose de très important tout à l'heure, s'agissant de la situation internationale. C'est quand on regarde, est-ce qu'il y a un pays qui arrive à faire face à l'épidémie de Covid sans prendre ce qu'on appelle des mesures de gestion, c'est-à-dire des restrictions de liberté individuelle ou collective ?
Je vais vous donner un exemple. La Corée du Sud, qu'on cite souvent en exemple, la Corée du Sud a enregistré quelques centaines de cas au quotidien les derniers jours et a donc décidé de réduire les jauges des événements, de fermer un certain nombre d'établissements qui reçoivent du public. Donc en réalité, tous les pays qui font face à des résurgences épidémiques sont obligés de prendre des mesures de gestion, quel que soit d'ailleurs le système d'isolement, de tracing ou de test qui a été mis en place. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire mieux. On développe les tests de façon massive. On était à 2 millions de tests PCR. Avec les tests antigéniques, on va augmenter encore nos capacités et répondre à la demande de tous les Français. Et on va le développer avec les collectivités qui veulent travailler avec nous, avec les entreprises qui souhaitent monter des choses dans le cadre d'un protocole sanitaire qui fasse sens. Il ne s'agit pas de tester pour tester, mais de tester pour pouvoir protéger justement et puis faire du contact tracing pour casser les chaînes de contamination. Dans d'autres exemples internationaux d'ailleurs, d'autres pays, je prends la Nouvelle-Zélande. Auckland vient de confiner le centre-ville d'Auckland alors qu'on disait que la Nouvelle-Zélande était à l'abri. Le Liban vient de prononcer un confinement généralisé. De nombreux États américains ont mis en place un confinement généralisé. Le Canada également. Donc tout cela nous invite à la fois à la modestie et à la fois invite à faire un travail coopératif pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'améliorer les dispositifs d'isolement, de mise à l'abri, peut-être que développer encore plus de moyens pour accompagner les gens quand ils sont mis à l'abri est une façon de procéder. Peut-être qu'il faut une certaine forme de contrainte. En tous les cas, nous avons fait confiance aux Français depuis le début de cette pandémie et nous voyons que la confiance paye puisqu'avec le confinement qui a été mis en place, l'incidence épidémique est en train de se réduire de façon conséquente. Quant à la saisonnalité du virus, c'est une très bonne question. J'espère avoir une bonne réponse optimiste à vous donner. Le virus a fêté, si je puis dire ainsi, c'est 1 an, en tout cas les 1 an de sa découverte. C'est vous dire que nous n'avons pas véritablement de recul sur ce qui se passe lorsque les températures refroidissent. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons enregistré dans plusieurs pays européens au mois d'octobre une accentuation épidémique. C'est le moment où l'Italie a commencé à redémarrer, où la Suisse a commencé à démarrer, la Belgique, les Pays-Bas, puis la France qui était en cours de maîtrise de la vague a vu à nouveau une ascension épidémique quand il a commencé à faire froid. Et puis quand il a commencé à pleuvoir et que l'air était plus lourd. Donc évidemment que nous sommes vigilants. Mais je vais vous dire une chose, qu'il fasse beau ou qu'il ne fasse pas beau, le confinement a cela d'efficace qu'il nous engage tous aux mêmes efforts au quotidien pendant toute la durée de son application. Bonsoir Monsieur le Ministre, Florent Tardif pour CNews Canal+. Une question qui revient au sein de la population. Quels sont les lieux où l'on se contamine le plus? L'Institut Pasteur élabore actuellement une étude. Est-ce que vous avez des résultats préliminaires? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et je me permets de rebondir sur la question de mon confrère de BFM TV. Une personne sera-t-elle en charge dans notre pays de piloter la vaccination lorsque, en France, nous allons avoir un vaccin efficace, sûr et homologué? Sur la question des lieux de contamination, il y a beaucoup d'études qui sortent, en France d'ailleurs ou à l'étranger. Vous avez sans doute vu cette étude américaine qui pointait parmi les lieux de fréquentation extérieure, hélas, le fait que les restaurants, les bars, mais aussi les salles de sport, il avait été beaucoup question des salles de sport lorsque nous avions pris la décision à la rentrée de fermer un certain nombre de salles de sport, eh bien, les salles de sport apparaissent comme un des endroits où on se contamine, mais aussi les offices religieux, c'est-à-dire finalement les endroits où on mange, où on boit, où on transpire et où on chante. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant. Dans les études qui sont conduites, notamment par le professeur Arnaud Fontanet, qui a déjà participé à des conférences de presse, il s'attache à déterminer si quelqu'un qui a attrapé le virus sait nous dire comment et dans quelles circonstances et auprès de qui est-ce qu'il l'a attrapé et est-ce qu'il est capable de remonter les chaînes de contamination pour faire ce qu'on appelle le tracing à la japonaise. Les résultats sont très intermédiaires, je lui laisserai la primeur de ces annonces lorsqu'il les publiera, mais vous verrez que tout cela va dans le sens des mesures que nous avons adoptées. Quant à la stratégie vaccinale en général, d'abord vous dire qu'ont été saisies la Haute Autorité de Santé, qui est en charge de publier des recommandations d'usage du vaccin ou des vaccins, a été saisi le Conseil consultatif national d'éthique, tant la question d'un vaccin dans une pandémie comme celle-ci peut soulever de questionnements éthiques, et l'ensemble des autorités sanitaires, évidemment l'Agence du médicament est sur le pont, si je puis dire, avec la publication de données intermédiaires par les laboratoires. Je comprends parfaitement les questions qui se posent, nous apporterons toutes les réponses en temps voulu. On ne peut pas vous donner de réponse qui soit, je dirais, juste et efficace tant que nous n'avons pas accès, c'est-à-dire au minimum, c'est-à-dire aux données scientifiques et médicales sur l'efficacité et l'assurance de ces vaccins pour les populations, mais vous aurez toutes les réponses, ce qui ne nous empêche pas, évidemment, de travailler avec une task force sous l'autorité du Premier ministre Jean Castex, qui déploie déjà énormément de choses en matière logistique. Nous prenons la dernière question.
Bonsoir, Frédéric Prabonneau, France Télévisions. On voit les courbes d'incidence dans certaines métropoles dont la baisse a l'air de faiblir. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète et est-ce qu'on aurait peut-être sous-estimé l'effet vacances scolaires qui pourrait avoir son effet aujourd'hui? Et puis j'ai une précision pour vous, Madame Bourguignon, à propos du dépistage dans les EHPAD des personnels. Le dépistage hebdomadaire, est-ce qu'il sera obligatoire? Je n'ai pas bien compris ça. Pour l'instant, les dépistages qui avaient lieu étaient volontaires, c'est ça? Oui. Commence à répondre si tu veux. Bon, alors sur la question de l'évolution de l'incidence dans certaines métropoles. Alors, est-ce qu'on a sous-estimé? Je ne sais pas si on a sous-estimé ou surestimé. De toute façon, c'est un constat. Il y a eu des vacances scolaires et une rentrée universitaire et éducative. Vous dire qu'évidemment, on tient compte de tous les paramètres dans les calculs qui sont faits. Je retiens quand même que la baisse des contaminations a été, dans l'ensemble, sous contrôle du directeur général de la santé, plus rapide. En tout cas, elle est actuellement à un rythme plus soutenu que ce que nous pouvions imaginer initialement lorsque nous l'avions mise en place, ce qui ne veut pas dire que la baisse de la pression sanitaire aille de la même manière. Donc, encore une fois, il faut poursuivre comme nous le faisons aujourd'hui. Qu'il y ait un effet vacances ou qu'il n'y ait pas un effet vacances, ça ne change rien à la donne, c'est-à-dire la poursuite des mesures du confinement pendant toute la durée nécessaire pour casser définitivement cette épidémie. Par contre, c'est une donnée intéressante dont nous tiendrons compte dans les analyses, mais c'est forcément rétrospectif, voyez-vous. Pardon, sur le caractère obligatoire, on ne va pas le formuler de cette manière, mais il va y avoir l'organisation hebdomadaire d'une séance de dépistage pour tout le personnel qui s'y prête très volontiers parce qu'eux-mêmes sont très responsables. Et voilà, pour ce qui concerne les visiteurs, vous l'avez entendu, là ça repose quand même sur une responsabilité individuelle. On est toujours sur ce concept de liberté, évidemment, de chaque personne, mais aussi de responsabilité. Et je crois que chacun aujourd'hui, notamment lorsqu'il est angoissé par rapport à son proche, qui est dans un établissement, s'y prête très volontiers. Et pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas de remontée de difficultés à ce niveau. Donc les tests nous améliorent les choses parce qu'on peut avoir des réponses plus rapides en cas de doute. Et on peut isoler plus facilement. Voilà, merci beaucoup. Vous aurez retenu le message principal. Le confinement n'est pas terminé et ce n'est pas d'actualité de déconfiner le pays. Nous devons poursuivre nos efforts pendant toute la durée nécessaire pour casser l'épidémie, vaincre le virus. Nous l'avions fait au printemps dernier. Nous y arriverons et nous retrouverons une vie beaucoup plus normale ensuite. On vous remercie beaucoup.